bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Credo Lending. Nous organisons régulièrement des webinaires donc, avec nos porteurs de projets, ceux qui sont vraiment derrière les projets donc, que nous proposons au financement pour nos investisseurs. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir le Père Olivier Nguyen, directeur de l'Institut Alliance Plantatio, un très beau projet derrière cet institut, un projet dans la thématique éducation, une thématique évidemment qui a toute sa part pour imaginer notre avenir commun, avec une très belle intuition, vous le verrez. Et donc, je suis ravi d'accueillir le Père Nguyen et de commencer tout de suite par une première question, mon Père. Présentez-vous déjà, parce qu'on a envie de savoir d'où vous venez, qui vous êtes concrètement, à part évidemment aujourd'hui être prêtre et directeur de l'Institut dans l'éducation. Voilà, donc bonjour à tous, je suis prêtre du diocèse de Toulon, incardiné dans ce diocèse, donc ordonné en 2010. J'ai dans mon parcours propre, j'ai eu la joie aussi de connaître avant de rentrer au séminaire la vie professionnelle. J'ai été ingénieur de formation dans les travaux publics et le bâtiment. J'ai également monté en 2000, dans les années 2000, une start-up qui s'était lancée de manière un peu osée dans le recrutement dans les métiers du bâtiment. Puis, je suis donc rentré au séminaire en 2004 avec une formation très riche au séminaire de la Castille. Sur le plan de mon ministère pastoral, j'ai eu la joie, mes 4 premières années de ministère, d'être dans une paroisse à côté de Toulon qui s'appelle Soliespont, où il y avait une petite école qui avait été créée une centaine d'années. J'avais la mission à la fois de redynamiser l'école au niveau spirituel et en même temps, ma seconde année de sacerdoce, avec d'autres prêtres, de m'occuper de cette paroisse. C'est là que j'ai eu la joie de découvrir que les écoles pouvaient être vraiment un lieu de transmission de la foi et un lieu de contact avec les familles, pour les rejoindre dans leurs préoccupations et les accompagner, si possible, dans la vie de la foi, en tout cas en les disposant à la grâce de Dieu. Puis après, donc, je suis parti 2 ans à Lyon, envoyé par Monseigneur pour faire une maîtrise de théologie. Et je me suis spécialisé en théologie pastorale, c'est-à-dire la théologie qui réfléchit sur l'action pratique pastorale et ses fondements. Donc forcément, ça tient compte du contexte culturel actuel. Cet intérêt pour la mission aussi est fondamental parce que ça donne pour moi le sens aussi de ce projet Plantatio. Moi, je dis ça humblement, modestement, mais je suis vraiment missionnaire dans l'âme. Je suis vraiment un missionnaire de terrain. J'aime les gens. J'aime aller au contact des gens. Je m'intéresse à eux, toutes conditions sociales, tout profil. J'aime parler du Seigneur dans le train, dans les voitures, à table. Voilà, le Seigneur visite les familles, quoi. Il aime les gens, quoi. Voilà. Et donc, pas pour rien que, je pense que le Seigneur m'a inspiré de faire cette maîtrise de théologie à la Catho de Lyon, qui lançait un parcours justement en théologie pastorale un peu nouveau. Donc moi, j'ai un peu inauguré ce parcours et je me suis donc intéressé d'un point de vue théologique à l'analyse, d'un point de vue catholique, du phénomène d'implantation d'églises chrétiennes chez les évangéliques. J'ai fait un mémoire là-dessus, donc qui permet de comprendre que il y a quelque chose de très spirituel dans la pratique missionnaire évangélique qui rejoint la conception catholique de la mission, pour faire en gros, lorsqu'on évangélise, lorsqu'on aime les gens au nom du Seigneur, on est vraiment dans le spirituel et on est vraiment dans l'identité propre de l'Église. Lorsque nous sommes au contact avec les gens et qu'on les aime pour la gloire de Dieu, tant qu'on peut évidemment, parce qu'on est tous pécheurs, eh bien, on réalise le corps du Christ. Et c'est un acte, l'acte d'évangélisation, c'est un acte théologique, un acte même, j'ai envie de dire, presque mystique, si je puis dire ainsi. D'ailleurs, saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, c'est un acte liturgique, à la fin de l'Épître aux Romains. Il se présente comme celui qui offre les nations à Dieu. Et donc, l'évangélisation est un acte liturgique, en fait, profondément.
Et puis après, voilà, bah, je suis revenu sur le terrain encore, puisqu'en 2016, avec le père Arnaud Adrien, nous avons été envoyés en mission sur la paroisse de la Valette et nous avons lancé donc le projet Plantatio, puisque Monseigneur nous a mis à disposition un lieu qui permettait justement de créer une école paroissiale. Enfin, c'était l'un des choix de ce lieu parce qu'il y avait un beau bâtiment. Et donc, nous avons lancé ce projet dans 2016, le lancement de l'école. Ça nous a pris 1 an pour la lancer, un travail de préparation. Et ensuite, 2017, lancement de l'Institut. Donc moi je suis quand je me présente, finalement je présente aussi ce que j'ai fait parce que c'est un peu ça dit un peu qui je suis quoi. Donc je dirais à la fois un ingénieur, mais ça c'est le côté on va dire pratico-pratique avec des fondements intellectuels derrière, à la fois un grand ami du Seigneur autant que je peux. Hein, donc là c'est mon côté spirituel avec j'ai toujours été très très chrétien, avec une conversion plus forte quand j'étais au lycée, à Medjugorje, en terminale. Et puis après, pour me caractériser, bah, aussi une certaine dimension intellectuelle, avec 2 casquettes, la théologie de la création, hein, comment tous les savoirs peuvent être réunis dans la théologie, comment le monde visible nous parle de l'invisible et comment l'invisible nous permet de comprendre le visible. Et l'autre casquette, théologie pastorale, bah, missionnaire de terrain et comment faire pour rejoindre les gens, enfin le peuple de Dieu, hein, les gens qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Bah, nous croyons, nous estimons que l'école est un lieu formidable de contact avec le monde parce que c'est un lieu de vie, quoi, tout simplement. Voilà, sinon j'ai personnellement, je suis d'origine vietnamienne. Mon père est de Hanoï et ma mère donc française, donc ça fait voilà. J'aime beaucoup les saints vietnamiens et les saints français. Voilà. Belle alliance. Merci mon père. Alors justement, venons-en à votre intuition de la création de cet institut Alliance Plantatio. Pourquoi sa création? Quelle est votre vision? Pourquoi avoir ressenti le besoin d'aller dans cette aventure? Nous sommes tout oui. Alors, je dirais que d'abord le projet est né du terrain. Hein. C'est pas sorti du chapeau quoi. Hein. Comme je le disais là, c'est né d'une prise de conscience que l'école était un formidable lieu d'annonce de l'évangile. L'école, lorsqu'elle est reliée à l'Église, c'est-à-dire lorsqu'elle est paroissiale finalement, ou lorsqu'elle est diocésaine. Mais donc c'est né de cette expérience que j'ai eue à Solesmont, parce que pendant 4 ans, j'étais l'aumônier de cette école et tout en étant en paroisse. Et c'est vrai que ces 4 années-là, pour moi, ça a été assez fondateur parce que j'ai eu la joie d'accompagner beaucoup de parents, enfin beaucoup, j'avais plus une quinzaine, vingtaine de familles qui étaient loin de l'église et qui, par ce qui se vivait dans l'école et par les parcours qu'on avait lancés dans l'école, notamment des parcours alpha, eh bien, on avait pu les voir revenir à l'église et à la pratique des sacrements. Donc, c'est né d'une expérience de terrain. Je pense que le Seigneur avait béni quand même ces 4 années parce que sur l'école paroissiale de la Valette, ça a été plus difficile que les 4 années à Solesmont au niveau, entre guillemets, fruits pastoraux, vous voyez. Donc, je me rends compte qu'il y a une bénédiction de Dieu aussi. C'est pas juste nos propres efforts qui font que ça marche, quoi. Donc, une expérience de terrain. Ensuite, un vrai constat, on va dire, théologique, hein, qu'il manque aujourd'hui une capacité pour l'enseignement catholique hein, de comprendre comment peut s'enraciner le savoir dans la théologie. Alors, ça, c'est très important parce que on a séparé un peu le savoir, qui est en fait une interprétation du réel, de l'origine du savoir, qui est le créateur. Pourquoi cette séparation? C'est toute l'histoire
la formation universitaire et de l'université et des instituts de formation en Europe, hein, et toute l'histoire aussi de la philosophie occidentale, avec plusieurs, alors là je ne suis pas un cours de philo, mais plusieurs événements qui ont marqué cette séparation, notamment la position kantienne, hein, Kant, hein, qui sépare qui dit que le réel n'est pas vraiment atteignable dans sa signification, aussi une certaine distance qui vient d'une immersion de la science et une certaine vision restrictive de la science comme une autonomie qui peut s'opposer un peu à la foi. Donc, le projet est né aussi de cette constatation qu'il était possible de retrouver des fondements théologiques et philosophiques à cette réconciliation entre le visible et l'invisible par une théologie de la création qui fait que toute expression, tout réel, toute réalité qui existe, hein, est l'expression de pensée divine. Là, je parle des créatures. Hein. Et c'est vrai aussi au niveau des fondements de matière que nous appréhendons classiquement comme les mathématiques et la grammaire. Hein. Il y a des principes qui animent ces matières-là qui sont divins. Je prends l'exemple, par exemple, des nombres. Les nombres en mathématiques, c'est pas du tout quelque chose qui vient du hasard, quoi. Hein, les nombres, on travaille beaucoup en relation à la différence entre chiffres et nombres. Le nombre, il y a quelque chose d'ontologique. Le nombre 3 est ontologique. Le symbole pour manifester 3 va dépendre des cultures. Nous avons les symboles arabes. Hein. La distinction chiffre-nombre et la difficulté qu'on a à penser les chiffres aujourd'hui comme des nombres exprime cette séparation entre le visible et l'invisible. Vous suivez un petit peu? Ouais. Et donc, voilà, donc ça c'est la première cause, donc une réalité de terrain, expérience pastorale. Deuxième, prise de conscience qu'il est possible de fonder le savoir visible dans une théologie. Alors, derrière, il y a deux grands auteurs, si ça vous intéresse, qui fondent cela. Donc, c'est d'une part Saint Maxime le Confesseur, hein, avec sa théologie ce qu'on appelle des logoi, hein, des pensées divines. Hein, tout est expression de pensée divine. Donc, Saint Maxime le Confesseur est à l'Orient, ce que Saint Thomas d'Aquin est à l'Occident. Donc, Saint Maxime le Confesseur précède Saint Thomas d'Aquin de 5 siècles à peu près. Donc et d'ailleurs, Thomas d'Aquin cite beaucoup Saint Maxime le Confesseur, c'est un de ses maîtres. Hein. Et puis l'autre auteur, c'est Saint Bonaventure, qui est un saint franciscain qui conçoit vraiment le monde réel comme sortant de l'amour de Dieu. Le visible c'est une manifestation de la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que l'une des causes, dans les numéros 280 et quelques, là, qui expriment les causes de la création, le catéchisme cite Saint Bonaventure qui dit que le monde a été créé pour manifester, hein, et communiquer la gloire de Dieu. Dieu a envie de communiquer sa gloire, quoi. Et donc, le monde visible est vraiment l'expression, chez Maxime le Confesseur, de l'identité divine. Ce monde visible exprime qui est Dieu et son amour. C'est son fondement. C'est-à-dire que le fondement des créatures, chez Saint Bonaventure, c'est d'exprimer Dieu. Ouais. Nous, on pense que le fondement du visible, c'est, je sais pas moi, c'est la quantité en mathématiques, c'est-à-dire ce que je peux faire de lui, en termes d'utilisation. Alors que chez Saint Bonaventure, le fondement de toute créature, c'est d'exprimer l'amour de Dieu. Vous voyez le changement que ça implique en termes de vision de la connaissance, et qu'il est possible de transmettre à des futurs professeurs, à condition qu'ils aient un cadre solide de formation, et que ce ne soit pas juste du saupoudrage donné en fin de formation en disant bah, tiens, on va vous parler de Saint Bonaventure. C'est pas possible, il faut le travailler, il faut lire, il faut l'expérimenter. Voilà, donc expérience pastorale, prise de conscience qu'il est possible de fonder cela théologiquement, avec aussi, bon, moi j'ai fait des travaux aussi là-dessus, hein, sur le rapport science et foi. Donc c'est pas sorti non plus du chapeau, avec d'autres professeurs. Hein. Et puis troisièmement, la troisième raison, je veux dire, la réalité, c'est que les familles souffrent.
enfin, faut pas l'oublier. Enfin, plus d'une famille sur deux aujourd'hui, c'est l'enfer, quoi. Enfin, je suis dans cette école paroissiale, je veux dire, on en a fait une là, à La Valette, je veux dire que même si elle fermait demain, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Parce que on a vraiment aidé des familles à tenir, quoi. On a aidé je veux dire, qui sauve une famille sauve le monde, hein. Un divorce, c'est une horreur. Ça tue un enfant, ça peut le matraquer, ça peut tuer la vie en lui, hein. Et donc, cette souffrance qu'il y a dans les familles, c'est celle de l'Église, celle de chacun, ça doit être celle de chacun d'entre nous. Et les familles, elles sont où? Ben, elles sont là. Et elles disent, mais qui nous aidera? Alors, merci au Seigneur, on est en France, on a la chance d'avoir quand même des bonnes écoles en France, dans le public. Enfin, on ne peut pas cracher sur le morceau. Je veux dire, il y a d'autres pays où il y a vraiment, dans des écoles publiques, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, rendons grâce à Dieu qu'on ait des écoles publiques, en fait, qui sont aussi, qui sont là parce qu'il y a eu l'Église catholique avant, parce que l'Église catholique, elle a donné un mouvement éducatif très fort pour la France. Mais aujourd'hui, elles affrontent des difficultés très importantes, ces écoles publiques, et des écoles aussi, certaines écoles sous contrat catholiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le sens de l'école et parce qu'il y a un monde qui souffre. Et donc, il faut redonner à la fois le sens de l'école, qui est d'éveiller les enfants à l'amour de Dieu, à la louange, hein, à la joie de vivre, et répondre aussi aux attentes des familles, à leurs souffrances, qui sont celles que nous connaissons, hein. Et donc là, il faut que l'Église soit là, quoi. C'est-à-dire qu'on aime les gens et qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur ouvre un chemin d'espérance. Donc, oui, c'est ces trois, à mon avis, il y en a peut-être d'autres, mais il me semble que c'est ces trois causes-là qui ont fait qu'il y a une force de conviction chez nous. Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on travaille dessus, et puis je crois que la force ne tarit pas, au contraire, mais bon, on affronte aussi les difficultés de ce projet. Mais cette force-là, c'est que expérience de terrain, vision académique claire, fondée sur la théologie, hein, le savoir visible se fonde sur la théologie. Et enfin, comme prêtre, comme religieux, comme baptisé, on souffre, quoi. Hein, on souffre avec les familles. C'est notre problème aussi. C'est pas leur problème, c'est notre problème. C'est le problème de Jésus, hein. Alors, comment on va faire, quoi? Comment on fait? Nous, on n'a pas la solution sur tout, hein. C'est toute l'Église qui travaille là-dessus. Mais je crois que quand même, on a cette possibilité à l'Ansplantation où on a réuni les forces et on a une vision qui permet de... c'est ce qu'on appelle les minorités créatives, hein. Elles peuvent faire bouger les choses parce que, en fait, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'action, quoi, hein. On peut faire bouger les choses. Peu de personnes peuvent faire beaucoup de choses si elles sont unies et si elles ont une vision. Et donc, voilà, on a lancé ce projet. Je ne sais pas si c'est assez clair. Bon, je parle un peu avec le cœur, hein. Non, mais c'est bien, mon père. On a besoin d'inspiration, on a besoin d'intuition, on a besoin de profondeur. Donc, c'est tout ce que vous D'ailleurs, nous je remercie on posera Pascal des questions après. Exactement. Pascal et Michel qui sont là, qui m'aident depuis plusieurs années. Et vraiment, ça, c'est un travail de longue haleine, hein. Mais surtout le travail de fondation, parce qu'on creuse, quoi. On ne voit pas forcément tous les fruits. Et puis là, voilà, avec le projet qu'on vous propose aujourd'hui, là, voilà, on marque une étape. Impeccable. Alors, d'une manière très pratico-pratique, cet institut à l'Ansplantatio, comment vous pouvez nous le décrire en quelques mots pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que cette formation apporte, notamment évidemment aux futurs professeurs, on l'a bien compris, et puis au monde éducatif et au monde des familles en général. Alors, l'Institut Alliance Plantatio, il a un fondement qui est un cadre de formation intellectuelle qui va permettre de donner la base pour la pédagogie et la capacité pour des futurs maîtres d'avoir un rapport juste aux élèves. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un fondement qui est une formation sur 3 ans qu'on appelle Bachelor Théologie et Arts libéraux, qui
permet à des jeunes d'avoir une formation globale qui leur donnera de comprendre comment les principaux savoirs s'enracinent dans des principes philosophiques qui sont aussi des principes divins. Alors, qu'est-ce que sont les arts libéraux? Les arts libéraux, c'est une expression qui a été lancée par Aristote pour qualifier, un peu avant le Christ, un type de savoir qui libère l'homme, parce que ce sont des savoirs qui sont tournés, non pas vers la recherche au départ, c'est la vision d'Aristote, non pas vers la recherche de la production d'objets techniques, un savoir technique, mais qui sont tournés vers la recherche du vrai, du beau et du bien. En observant que, surtout à cette époque où il y avait beaucoup d'esclaves, que ceux qui avaient la possibilité de faire des recherches intellectuelles, eh bien, ils avaient une plus grande profondeur de compréhension du réel, ils avaient une capacité d'action politique parce qu'ils avaient les fondements. Et donc les arts libéraux, dans leur origine, sont marqués par cette opposition. Alors attention, les arts libéraux, ce n'est pas cette opposition non plus, elles ne viennent pas que de cette opposition, mais ils caractérisent essentiellement un type de savoir qui permet à des étudiants de se former l'intelligence à l'amour du vrai, du beau et du bien, dans deux grands axes. L'axe du langage, ce qu'on appelle le trivium, les trois voix qui sont liées. Trivium, ça veut dire c'est un croisement de trois voix en fait. C'est pas juste trois voix, c'est un carrefour de trois voix. Et donc on formait au Moyen Âge, tous les étudiants passaient par là. C'est-à-dire que quand on voulait aller dans le supérieur au Moyen Âge, il fallait tout le monde passer par le trivium, c'est-à-dire une formation en grammaire, en rhétorique. Alors pardon, grammaire, les fondements du langage. C'est des pavés, moi je les ai vus, les pavés, c'est des génies les gars. Le niveau était, je dirais, au moins 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui, même je dirais plus. Vraiment. Je pense que les gens au Moyen Âge étaient plus intelligents que nous. Non, mais c'est logique d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas tout le truc qui nous pollue l'esprit. Et puis, bon, alors, donc, les trivium, donc, grammaire, dialectique, c'est l'art du raisonnement, rhétorique, l'art de convaincre. Et les étudiants se formaient dans ces 3 matières-là, souvent sur 2-3 ans, avant de rentrer dans notre équivalent du supérieur. C'était le lycée, en fait. Enfin, c'est des recherches que j'ai menées. Le problème, c'est que c'est compliqué de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, il y a quand même un flou. Il y avait des interprétations. Bon, mais en gros, c'est ça. Et puis, il y avait le quadrivium, c'est-à-dire que les étudiants qui avaient entre 15 et 18 ans, ils apprenaient l'art de manipuler les nombres. Donc, le premier, c'est l'art de manipuler du langage, l'art de manipuler. Et on considérait qu'en comprenant bien ce qu'est le nom, le langage et le nombre, on forme bien l'esprit à la parole, à la capacité d'interprétation de la parole de Dieu. C'est ça, au départ, les arts libéraux, avec la vision d'Alcuin, diacre de Charlemagne, pour le ministre de l'Éducation nationale de Charlemagne. Et le quadrivium, il se fonde sur 4 matières qui ouvraient le cœur finalement aux pensées divines, à la réalité des pensées divines. Donc la première, c'est l'arithmétique. Ils étaient vraiment très bons en arithmétique, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils comprenaient bien que l'art de manipuler les nombres, c'était divin. Tout le problème de l'arithmétique au Moyen-Âge, c'était les multiplications. C'est-à-dire, très bien, on sait faire des additions, mais comment on manipule des grands nombres? Les airs, comment on calcule les taxes? Et donc, on découvrait qu'il y avait des tables de multiplication. Mais où ça se fonde, c'est un peu magique, vous voyez. Et quels sont les fondements du caractère magique de la multiplication? Et donc, on travaillait sur l'arithmétique. Donc, il y a des théorèmes qui sont toujours valables. Voilà, on a découvert aujourd'hui ça. Bon. Ensuite, il y avait la géométrie. Alors, la géométrie, c'était plus important que l'arithmétique même, parce que c'était ce qui fonde l'acquisition de formes immanentes. En géométrie, c'est la matière qui, par excellence, permet à des jeunes de comprendre qu'il y a des formes immanentes qui précèdent le réel. Par exemple, le cercle en soi, le triangle, le rectangle, la sphère. Ouais. L'enfant touche par là qu'il y a des intelligibles. Pour ça que Platon dira, Socrate dira, Platon fait dire à Socrate que si on veut, que la connaissance commence par la géométrie.
nul ne peut rentrer ici dans son académie s'il n'est géomètre. Bon, évidemment, on peut contester ça, mais on voit l'intuition. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ce que c'est que l'idée de cercle, c'est difficile de faire de la philo quand même. L'idée de cercle, c'est un intelligible. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc là, c'était la géométrie. Ensuite, les étudiants faisaient de l'astronomie. Ils regardaient les étoiles. Et ça vaut le cœur. Qui aujourd'hui fait de l'astronomie? C'est-à-dire qu'ils connaissaient vraiment les noms des constellations. Hein. Et ils apprenaient déjà, alors évidemment, le système de Ptolémée est déficient, mais ils comprenaient que quand même le ciel exprimait quelque chose. C'était pas juste du hasard. Et exprimait quoi? Des mouvements ordonnés. Et donc, c'est toute la question de qui ordonne ces mouvements. Ouais. Donc, bon, je crois qu'après, la question de l'astronomie, il me semble qu'au Moyen-Âge, ça s'est quand même moins développé parce qu'on tâtonnait beaucoup. Hein. Ouais, on tâtonnait beaucoup entre c'est quoi une planète, c'est quoi les constellations, ils ne savaient pas trop. Bon, pour la petite anecdote, un planète en grec, ça veut dire ce qui erre. Donc, ils voyaient bien qu'il y avait des étoiles qui bougeaient tout le temps et puis il y avait des étoiles fixes. Quoi. Il y a des trucs qui errent. Ben, bon, voilà. Bon, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Et puis la quatrième matière, c'était la musique. Alors, la musique, c'est fondamental en fait. Hein. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des écoles qui se fondent juste sur la musique, comme par exemple l'Académie musicale de Liesse, que je connais bien, je connais Vianney. Oui, ça marque toujours, parce que la musique, c'est quoi? Comme dit, je crois que c'est Boès, hein, qui dit que c'est la frontière entre le sensible et l'intelligible. Ouais, la musique, elle est par excellence l'art libéral. Pourquoi? Parce que il y a une technique, il y a un côté artistique. La musique, c'est pas simplement de connaître ce qu'est la musique, c'est de pratiquer la musique. Normalement, un art libéral, ça se pratique. C'est ça le problème, c'est que nous, on fait de la grammaire et tout, mais est-ce qu'on pratique vraiment? Vous suivez ou pas? Ouais. Et donc la musique, évidemment, on voit bien le côté pratique, parce que si un instrument, c'est fait pour être joué. Donc la musique exprime vraiment ce qu'est l'art libéral, parce qu'il y a un côté pratique, il y a un côté de fondement théorique, et le théorique va aider aux pratiques. Et puis il y a la beauté, et il y a la joie de se réjouir dans le vrai, le beau et le bien, dans la musique. Ouais. La fin de la musique, c'est quoi? C'est la joie. Et bien les arts libéraux, ce sont des connaissances qui, un peu comme la musique, un peu comme le fait la musique, devraient produire la joie dans la vérité. De la vérité. Je prends l'exemple, j'aime bien, je dis souvent ça aux étudiants, alors je crois que c'est Archimède, oui, voilà, il voulait que sur l'épitaphe de sa tombe soit indiqué le rapport entre le volume d'une sphère et le volume d'un cylindre qui contient exactement la sphère. Vous voyez ou pas? Alors, je crois que c'est 4/3, mais je suis plus sûr du truc. C'est ça les arts libéraux. C'est-à-dire que c'est la joie de la vérité. Alors, attention, les arts libéraux, après, il y a le rapport à la philo. Les arts libéraux ne sont pas la philo, mais ont un lien. Alors, c'est toute la question du rapport entre les arts libéraux et la philo qui est assez complexe. Mais une chose est de connaître les principes de manipulation du langage et des nombres, qui disposent justement à la philo, et autre chose est de se réjouir dans des connaissances de type sapientiel, c'est-à-dire qui nous font toucher les fondements des choses, dans l'ordre économique, dans l'ordre du mystère du travail, de ce qu'est le travail, dans l'ordre de ce que c'est que le social. Ouais. Et donc, en domaine de formation de base, on va ouvrir les étudiants à l'universel, à la philo. Or, c'est fondamental pour des futurs professeurs qui doivent travailler sur l'universel, sur le sens du visible et sur le sens de la vie en société. Et donc, nous donnons une formation de base. Nous avons la chance de pouvoir la fonder sur la théologie, ce que ne faisait pas tellement, par exemple, au début des arts libéraux, on ne le faisait pas tellement. La théologie était la fin des arts libéraux, mais n'était pas le fondement. Ça, c'est des recherches que je vous ai envoyées d'ailleurs, Édouard, là. Oui. C'était plutôt la fin. Et avec Newman, le bienheureux Newman, et puis aussi Piper, et puis bon, Saint-Bonaventure, Saint-Maxime, bien avant, bah, on peut voir qu'on peut fonder tous les savoirs dans la théologie. Donc ça, c'est les principes. Donc nous, aujourd'hui, nous formons sur 3 ans, hein, un parcours assez global. Donc le programme, il est en ligne. Hein, les étudiants vont faire de la grammaire, des mathématiques, enfin, les fondements, hein, de tout ça. Donc en fait, c'est
c'est la philosophie de la grammaire, la philosophie des mathématiques. On pratique quand même un peu la musique, la question de la littérature, la question de l'histoire. Tout ça, c'est vu dans une perspective profondément théologique. Mais attention, une chose est de connaître, autre chose est de pratiquer. Donc moi, j'essaie de montrer qu'il faut pratiquer aussi. Pratiquer un exercice intellectuel, vous voyez. D'où le fait que cette année, on a par exemple lancé des débats intellectuels. On a lancé des débats un peu à la méthode de la disputation. Donc là, on travaille sur des débats. C'est très intéressant, d'ailleurs, ce sera le cours de demain avec Rosine, là, qui vient. Après-demain, pardon. Voilà. Et puis alors après, il y a tout ça, il y a un cadre spirituel qui accompagne la formation. Et ça, c'est fondamental. Il faut aimer Dieu. Donc les étudiants, ils ont la messe tous les jours, ils ont l'oraison, on fait des temps de louange, on célèbre le Seigneur. La parole de Dieu est au centre. La parole de Dieu est au centre parce que un bon éducateur, en fait, moi j'ai un peu pas mal réfléchi à tout ça et puis je crois que, enfin, on inspire. Moi, je pourrais dire qu'un éducateur, il a 3 grandes composantes. Pour moi, hein. C'est d'abord l'émerveillement, s'émerveiller du réel. Deuxièmement, c'est d'être un miséricordieux, c'est-à-dire de tenir compte des pauvretés, de ses pauvretés et de celles des enfants. C'est pas un guerrier, quoi. C'est quelqu'un qui aime les gens et qui est pas là pour imposer son système, qui est là pour se mettre sous l'élève. Ouais. C'est un papa, quoi. C'est quelqu'un qui accompagne. C'est un maître par rapport à un disciple. Voilà. La miséricorde. Et enfin, le troisième, c'est, je dirais, la serviteur de la parole de Dieu. Serviteur de la parole. D'ailleurs, d'un point de vue biblique, le mot serviteur, il est très lié au mot parole de Dieu. Alors, c'est tout, vous pouvez voir chez Isaïe, ça. Où quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », c'est parce qu'elle a bien écouté la parole. Et donc, que la parole de Dieu, un bon éducateur, c'est quelqu'un qui enfante la parole de Dieu dans les enfants. Et qui fait que cette parole, elle s'enracine pour qu'elle devienne vie. Comme dit l'Épître aux Philippiens, hein, il faut tenir ferme la parole de vie. C'est-à-dire que les créatures sont des paroles de Dieu, qu'il faut relire à Dieu, et que les enfants, on leur apprenne à aimer ces créatures comme des dons de Dieu. Pour que le contact avec le Seigneur soit palpable. Hein. Moi, je donne des cours d'émerveillement à l'Institut et aussi à l'école. C'est ce que je préfère. C'est très concret. On prend des espèces, des oranges, des tomates, des animaux, des sauterelles, ce que vous voulez. Et comment chaque réalité est l'expression de la gloire de Dieu, de la sagesse divine. Avec Pascal, on parlait des arbres du jour, là, mais c'est extraordinaire, un arbre. Et la première chose qu'un professeur doit avoir dans ce c'est être enthousiaste de la création. C'est entheos, en Dieu. Il est émerveillé, mais s'il n'est pas émerveillé de la création, qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va transmettre quoi? De la connaissance. Mais la connaissance, est-ce qu'elle est vie? Non. Il faut qu'il transmette son amour de la création. Et ça va toucher le cœur des enfants. Et donc, il faut former des étudiants comme ça. Donc, il faut un cadre. Il faut du temps. Voilà. C'est pas magique, hein. De toute façon, c'est pas. Il faut du temps. Il faut que la vie naisse. Il faut que les étudiants lèvent leur peur, ils arrivent avec leurs galères, et avec leurs addictions et tout ça. Et donc, il faut. Je dis ça humblement, hein, parce que voilà, moi, je suis en église, on n'est pas travailler avec des prêtres, des évêques et tout ça. On essaye de faire une œuvre ecclésiale, mais aujourd'hui, il y a un besoin d'une certaine refondation de la formation pour les professeurs d'enseignement catholique. Pourquoi? Parce que l'Église, malheureusement, il y a une quinzaine d'années, n'a pas eu d'autre choix que de déléguer cette formation aux universités d'État. Et je veux dire, c'est une question économique derrière. Donc, j'avais posé la question à plusieurs personnes, donc je ne dirais pas les noms. Mais en fait, c'est toujours une question, derrière une question d'argent. C'est l'Église ne pouvait pas payer la formation de ses profs. Elle ne pouvait pas simplement ne pas payer les professeurs. Ça, c'est un autre problème. Bon, ça a été résolu par la loi Debré. Mais elle n'avait pas les moyens économiques de payer la formation de ses profs aussi. C'était des millions d'euros, hein, cette affaire. Comment on forme des professeurs pour vivre l'établissement? Qui va payer? Alors, l'État était d'accord pour payer, sous réserve, sauf d'erreur de ma part, hein, parce que
je n'ai pas tous les documents, mais l'État était d'accord pour payer les professeurs dans l'enseignement catholique, c'est-à-dire les profs concrets des écoles, mais qui paiera la formation des profs, l'État ou l'Église? Débat, vaste débat. Parce que qui paye a le pouvoir. Donc il faut retrouver une certaine indépendance, mais le problème, c'est qu'on touche au problème de l'argent, sur le problème, de toute façon. Donc voilà, alors après, il y a une formation aussi missionnaire, c'est fondamental, hein. C'est-à-dire que la formation missionnaire, elle commence par mieux se connaître soi-même, et puis par le fait de ne pas avoir peur d'aller vers les gens et de les aimer, quoi. C'est pas de la théorie, la mission, c'est d'apprendre à... Donc ça commence par la vie fraternelle, la mission. C'est-à-dire que elle commence par le fait d'être bien en église, et on a envie que les gens seront attirés par notre fraternité, et en même temps, cette fraternité, elle aura envie de s'ouvrir, comme une certaine famille, hein, qui s'ouvre à des enfants, à des petits-enfants. Et puis, il y a un cadre aussi très important, c'est le cadre en pleine nature. C'est très important que des étudiants, ils apprennent à cultiver la terre, mais pas juste parce que pour faire bien, hein. C'est parce que ce rapport à la terre va avoir plusieurs effets. D'abord, ça va dévirtualiser le jeune. Aujourd'hui, on est dans une société du virtuel. Il faut revenir au terrain, hein. Alors, je pense que c'est très important j'arrive, je vous montre un petit quelque chose. J'arrive tout de suite. Moi, je milite pour les téléphones simples. Je suis contre les smartphones. Je suis évidemment, j'ai aussi un smartphone, hein, mais je m'en sers quand je me déplace. J'en ai un aussi. Mais c'est ce que je vous montre là. Je montre mon smartphone aussi, mais il est moche parce que justement, c'est pas mon smartphone public. C'est la question des écrans, c'est la question fondamentale du XXIe siècle pour l'Église. Je le répète, hein. La question des écrans, c'est la question fondamentale pour l'Église du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que le rapport aux écrans produit un nouveau rapport au réel. Un écran, c'est un écran. Il va influencer, c'est un dispositif, hein, selon Simondon. Vous pouvez lire Simondon, hein, qui a travaillé ça dès les années 80, comment l'objet technique influence notre rapport au réel. Vous connaissez peut-être Simondon, non, peut-être pas. Georges Simondon, je crois. Voilà. Et donc, c'est fondamental, quoi. Il faut revenir au réel. Un écran fait écran. Fait écran au vrai, au beau et au bien, qui sont institués dans le réel. Sabot d'aventure me rappelle bien, c'est un mot d'aventure, mais il y a les saints du Moyen-Âge qui sont intellectuels, saint Thomas aussi, c'est que le vrai, le beau et le bien, c'est pas juste des idées, ils sont vraiment dans le réel. Oui. Donc, si je prends une orange, alors, où est le vrai du smartphone? Bon, il y a du vrai dans le smartphone, parce que le smartphone, c'est l'expression d'une intelligence pratique. Il y a du vrai. Mais ce vrai-là, c'est du vrai qui vient de l'intelligence humaine. Alors que dans une orange, le vrai de l'orange, ça vient vraiment de l'intelligence divine. Et donc, si je joue, vous savez, il y a les jeux où il y a des fruits, là, il faut les couper en deux, là. Vous connaissez ce jeu, c'est marrant d'ailleurs, sur smartphone. Puis je vois mon neveu, c'est juste, tu vois des fruits devant toi, tu les coupes en deux, ça fait un truc, il faut empêcher que le truc il tombe. Bon, mais alors, si tu prends des fruits comme ça, tu sais pas ce que c'est que les fruits, en fait. Donc, c'est important d'avoir une ferme, une micro-ferme, ou une ferme, appelons ça une ferme. Alors, le mot permaculture, ça aussi, il faut faire attention, tout le monde parle de permaculture, mais en tout cas, une ferme qui va permettre à des étudiants d'apprendre des espèces concrètes. Moi, mon rêve, c'est de faire ce qu'on appelle un jardin de Willis, hein, c'est-à-dire un jardin qui va respecter le capitulaire de Willis de Charlemagne. Il y a 80 espèces, des espèces nutritives, enfin, nourricières, des espèces médicinales qui soignent l'homme, et puis des espèces qui sont pour le beau, c'est pour la liturgie. Hein. 3 types d'espèces dans le jardin de Willis. On espère que dans le futur, nous, on pourra en faire un, de telle sorte que les étudiants pourront se promener, et un peu comme un petit paradis, hein. Évidemment, on n'est pas dans le paradis, mais
mais pour que, à travers les frères vie spirituelle et vie intellectuelle, eh bien, il s'éveille vraiment toujours plus au sens du réel. Voilà. Et puis une dimension bien sûr pédagogique, parce que j'en reviens là-dessus. Dans le nouveau lieu, on va créer une école d'application, c'est-à-dire une école où ce ne sera pas juste, voilà, on va pas juste simplement faire de la théologie, machin, mais au bout de 3 ans, voilà. Donc je distingue la formation de base de la pédagogie, parce que s'il n'y a pas de la formation de base, on ne sait pas ce que c'est que la pédagogie. Aussi une erreur, parce que c'est très tentant de faire tout de suite de la pédagogie, parce qu'on voit le côté efficace. Il faut d'abord former les étudiants à l'amour du vrai, du beau et du bien, arts libéraux, à la perception d'où se situe le vrai, le beau, le bien dans la connaissance humaine, ça s'appelle la sagesse ou la philosophie, en vue d'une parole ajustée. On est des serviteurs de la parole pour les enfants, pour pas les matraquer par un savoir, mais vraiment au service de leur croissance. Donc la pédagogie, elle vient après. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais ce qu'il y a de plus facile aussi. C'est le plus difficile parce que tout enfant est complexe, mais ce qu'il y a de plus facile, parce que si on a l'amour du vrai, du beau et du bien dans le cœur, si on a cet amour-là, on saura le transmettre. Et c'est ça qui est important. C'est plus important de transmettre cet amour du vrai, du beau et du bien que plutôt une connaissance. Et donc, il y aura une école d'application en primaire. On voudrait accueillir 30-40 enfants, plus petite qu'une école classique, je veux dire, pour que les étudiants puissent faire des stages dans de bonnes conditions, on va dire d'essai, parce que tout le problème aussi de la formation des maîtres, c'est pas simplement une formation de base, c'est le démarrage, quoi, parce que la première année, elle est cruciale. Si l'étudiant se plante, il est dégoûté et il revient plus. J'en ai vu comme ça, hein. Des super gars, hein. Ils se sont fait matraquer, des super gars, mais vraiment brillants. Ils se sont fait laminer en collège ou au lycée, insultés, pas aidés, livrés à eux-mêmes. C'était du gâchis, quoi. Et donc, il faut vraiment accompagner après le bac plus 3. Et même, j'ai envie de dire après. Hein. Donc, il faut un lieu, il faut aussi des ressources. Hein. Il faudra des profs et tout ça, parce que voilà, on a démarré quelque chose, mais dans le nouveau lieu, il faudra aussi des nouveaux professeurs, des gens qui aident, et qui soient dans cet esprit-là. Donc, c'est tout le problème de l'œuf et de la poule, quoi. Hein. Qu'est-ce qui est premier? Il faut faire les deux en même temps. Il faut tout faire en même temps, quoi. C'est le problème d'une fondation. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Mon père, c'est lumineux. Le temps passe, donc on va être efficace sur les dernières minutes qui nous restent. Avant de parler évidemment du nouveau lieu, en quelques mots sur la formation libanaise qui est partie intégrante de ce bac plus 3. Parlez-nous vraiment en quelques mots pour qu'on comprenne bien. Bien sûr, parce que bon, voilà. Alors évidemment, le Liban, ça fait un peu peur aujourd'hui parce que on suit l'actualité. Bon, encore que l'actualité, elle ne reflète pas. Alors, c'est sûr que c'est très dur ce qui se passe au Liban, mais pour moi, je fais attention à ce que je dis, mais disons que c'est pas la Syrie, c'est pas l'Iran, c'est pas l'Irak, hein, le Liban. C'est très civilisé et les conditions de sécurité sont quand même assez présentes. Donc avant la crise du Liban, c'est-à-dire qui a démarré en septembre 2019, en fait, on a signé un partenariat avec une université libanaise très connue, qui est un peu une des meilleures au Liban, qui s'appelle Kaslik. Enfin, en fait, ça s'appelle plutôt l'université du Saint-Esprit, qui se situe à Kaslik, qui est une université où il y a 8000 étudiants. Je crois qu'il y a une dizaine de facultés. Et on a signé un partenariat avec le recteur de l'époque, qui s'appelait le père Obeika, qui nous permettait justement de créer le début d'une diplomation, parce que tout le problème aussi d'un démarrage d'institut, c'est comment on donne un diplôme. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un diplôme d'État, donc c'est tout un travail qu'on fait avec les universités catholiques. Mais on a réussi quand même à faire un partenariat. En gros, notre bachelor théologie et arts libéraux permet aussi de passer en même temps un bachelor de philosophie de cette université. Et comme cette université elle est en partenariat avec beaucoup d'universités françaises, eh bien, les étudiants peuvent rentrer dans le circuit français des masters. Attention, comme toute licence, c'est pas magique. Il faut défendre son dossier. C'est pas parce qu'on a une licence qu'on peut rentrer en master. Heureusement, parce que
chaque université est libre. Il y a une certaine liberté de sélection encore qui a été redemandée d'ailleurs hein, dans la réforme universitaire pour que les étudiants soient plus autonomes. Donc, on donne les conditions de rentrer en master, mais il faut avoir un bon dossier, et puis il faut surtout être bon à l'oral après, hein, parce que ça se passe comme ça. Il faut être recommandé. Bon, donc, cette formation que nous donnons, elle est donc diplômante à 2 niveaux, et parce que nous avons le pouvoir de créer un diplôme sui generis, c'est-à-dire en soi, bon, bah, à nous de montrer qu'il y a de la valeur. C'est coopté par l'université libanaise. On espère qu'on va réussir à créer une licence théologie et arts libéraux, mais c'est pas gagné, ou bien avec l'université catholique, ou bien en travaillant sur l'érection canonique de l'institut, afin de faire jouer des accords. Voilà, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est un peu complexe, mais on a la chance aujourd'hui de pouvoir, si les évêques sont d'accord, s'ils prennent un risque, sinon, tout le monde, de toute façon, dans notre projet, il faut prendre des risques, sinon il ne se passe rien. Je veux dire, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc, tentons, avançons. C'est sûr que si on arrivait à diplômer davantage notre diplôme, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'étudiants. C'est quand même compliqué d'avoir des étudiants hein, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment un institut universitaire. Hein. Les étudiants ils travaillent, hein. Ils ont des devoirs à rendre, ils ont des oraux, il y a des partiels et tout ça. Enfin, c'est très académique. Il faut renforcer cette dimension académique, non pas au niveau de la structure d'accompagnement, parce qu'à mon avis, elle est assez bonne, mais au niveau de la confiance qu'on met en nous. Et donc la question d'avoir un lieu emblématique donne aussi confiance. Vous voyez, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de le lieu, c'est la vie, hein, sinon c'est de la théorie. Hein. Voilà. D'où la question d'avoir un lieu. Alors justement, transition toute faite, pour les quelques minutes qui nous restent, on va parler du nouveau lieu, ce domaine des Oursières, mon père. Pourquoi s'implanter au domaine des Oursières et pour quelle ambition Je vous laisse en quelques minutes nous faire rêver un peu et nous donner envie de venir vous aider. Voilà. Alors c'est vrai qu'on avait dans nos critères, ça fait donc 2 ans qu'on cherche un lieu, même peut-être plus emblématique, adéquat, pour développer le projet tel que je l'ai présenté. On avait plusieurs critères fondamentaux. Le premier, c'est un lieu, on va dire, d'envergure. Nous pensons que le domaine des Oursières répond à ces critères, c'est-à-dire un lieu, on va dire, quand on le voit, on se dit, bon, c'est sérieux, quoi. C'est pas juste, tiens, c'est pas la paroisse, parce que c'est pas la paroisse, c'est pas de bricolage. Il faut rassurer les familles. Il faut un lieu d'accueil capable d'accueillir 30 à 40 étudiants dans des conditions, dans des bonnes chambres, avec un lieu vraiment de. Donc le domaine des Oursières, c'est situé à 1h30 de Paris, pas très loin entre Chartres et Le Mans, et possède justement cette capacité d'accueillir. Il y aura quand même quelques travaux à faire, mais une trentaine d'étudiants d'ici 4 ans. Il y a à peu près 25 chambres et il y a des salles d'accueil aussi en bas qu'il faudra aussi certainement un petit peu rénover. Et d'un autre côté, il a un corps de ferme qui peut être transformé en école d'application. C'est les 2 piliers de notre projet, plus après un domaine de plusieurs hectares qui permet de travailler sur la ferme qu'on veut monter, qui est une dévirtualisation, enfin, qui permet de travailler sur le rapport au réel. Donc ce domaine, alors pourquoi les Oursières? C'est parce que en fait c'est une opportunité qui nous a été donnée. Une grâce, mon père, on peut dire. Voilà, on peut dire qu'en tout cas c'était oui, on peut dire un cadeau, puisque ce domaine est estimé. Alors il y a eu apparemment récemment une estimation plus précise, à plus de 3 millions, plutôt 3,5 millions que 3 millions. C'est ce que m'a dit la famille. 3,5 millions. Et puis, il nous est vendu à un prix de 1 million d'euros. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pour nous une super opportunité. Maintenant, quand même, il faut le sortir, le million d'euros. Et c'est pas gagné, quoi. Enfin, je veux dire, il faut le sortir ou bien sous forme d'investissement, ou bien sous forme d'obligation, ou bien sous forme de don. C'est quand même une charge qu'il va falloir porter. Et donc, d'où le fait qu'on a dû développer des modèles économiques complémentaires qui vont favoriser la croissance économique du lieu, notamment. Le château permet d'organiser des mariages. Hein, on pense à plusieurs mariages d'été. Donc, un mariage
dans de bonnes conditions. Si le lieu est bien, ça peut être valorisé, enfin, le lieu peut être valorisé à entre 5 et 8 000 € le week-end. On offrira aussi des chambres dans un lieu qui n'est pas très loin de Versailles. Et puis, sur le lieu, on pourra aussi faire pendant l'été, pendant les vacances. On réfléchit pas mal sur des activités d'autres activités de location, mais aussi des activités de formation, on va dire complémentaires, un peu comme des prépas, vous voyez, des prépas d'été parce que ça rapporte bien en fait. Parce qu'il y a tout de suite un objectif qui peut être le bac ou le fait de rentrer en école d'ingénieur, je sais pas quoi. Et donc faire des sessions spirituelle et de formation intellectuelle, enfin plutôt de formation pratique à des exercices pour rentrer, je sais pas moi, en école d'ingé ou école de commerce, dans un site qui est accueillant. Donc, moyennant tout ça, on y croit. C'est sûr que dans les projets, il y a toujours des risques. Hein, c'est jamais gagné d'avance. Mais on fait la promotion du domaine des Oursières parce qu'elle tient la route. Parce qu'elle répond à nos critères d'aujourd'hui, qui sont ceux que j'ai exprimés tout à l'heure, avec aussi sur ce lieu la question de la beauté. C'est vrai que c'est un lieu très joli. Voilà un petit peu en harmonie totale avec vos souhaits. Donc, c'est une grâce vraiment à plusieurs échelles. Et c'est vrai que cette opportunité financière est quand même assez incroyable pour un domaine qui vaut 3 millions, 3,5 millions, l'avoir à 1 million. Voilà, c'est quand même un vrai signe. Et donc, Credo Lending propose à tout un chacun, des personnes physiques comme vous et moi, comme des personnes morales, d'investir dans ce projet pour permettre à l'Institut Alliance Plantatio d'acquérir ce domaine des Oursières par un prêt extrêmement simple, un prêt sur 8 ans, donc un investissement sur 8 ans, à un taux d'intérêt de 2,5%, donc un intérêt financier qui permet de justifier notamment cette durée, et avec un remboursement du capital à partir de la 3e année pour laisser évidemment le temps au modèle économique, comme présentait le père Nguyen, de se mettre en place, à partir de la 3e année, donc de rembourser en système amortissable, donc assez simple, tous les ans, donc une partie du capital jusqu'à la 8e année. Donc voilà, un produit financier extrêmement efficace, donc c'est des titres obligataires derrière, donc on va dire le produit financier le plus ancestral, donc simple, efficace, transparent, et donc qui permet évidemment pour 500 000 €, donc pour la moitié de la somme, d'aider l'Institut Alliance Plantatio, et l'autre partie de la somme, ça sera sous forme aussi d'investissement ou de dons, j'ai envie de dire ou et de dons, notamment une grosse partie de dons, mais l'écosystème de soutien, mon père, je tiens à le signaler, est quand même assez important. Vous avez évidemment l'évêque ultra dynamique, Monseigneur Ray, qui est vraiment derrière votre projet et qui est aussi à l'origine de ce projet. Et puis, il y a tout un écosystème derrière de soutien, chef d'entreprise, expert comptable, juridique, qui est quand même, et la Fondation Alliance Plantatio qui est derrière aussi cet institut, sous l'égide de la Fondation pour l'école, est un réel soutien aussi. Voilà. Donc, on a mis en place une bonne équipe. On a mis en place une bonne équipe pour la réussite de ce projet. Ça, c'est tout le travail depuis 5 ans. C'est pas juste des professionnels, c'est des gens avec qui j'ai créé une amitié. Donc, il y a de la confiance. La réussite d'un projet, c'est des hommes. Hein, c'est pas des techniques d'abord. Hein. Exactement. Il y a des techniques aussi, mais donc voilà. Parfait. Écoutez, il est 9h30. On a un peu dépassé le programme, mais je ne pouvais pas vous couper, mon père. C'était pas possible. Il fallait qu'on ait l'ensemble de vos intuitions, de votre inspiration pendant cet échange.